Chers amis, la matinale Tocsin, merci pour ceux qui viennent de nous rejoindre ce matin, ce vendredi. On va continuer à parler, vous le savez, sur Tocsin, de ce qu'implique l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, notamment avec Elon Musk et d'autres. Et pour en parler, j'ai appelé ce matin, j'ai sollicité Michel Geoffroy, je suis très heureux de vous avoir, Michel. Comment allez-vous ? Bonjour, eh bien écoutez, ça va. Bon, mais merci en tout cas d'être dans la matinale Tocsin. Vous faites partie des voix qui comptent aujourd'hui, qui malheureusement sont trop oubliées des grands médias. On aimerait quand même vous avoir, je le dis souvent à mes invités, mais on aimerait avoir votre voix sur les grands médias de temps en temps. Ça permettrait de donner un peu d'épaisseur et d'intelligence aux analyses géopolitiques que nous vivons et que nous subissons, hein, parce qu'on les subit, les analyses géopolitiques, Michel. Hein, c'est absolument dingue, ça va très vite. Hein. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que lors de la prochaine cérémonie des Bobards, on va consacrer un moment aux prétendus experts médiatiques qui disent à peu près tout et son contraire et qui servent à nous perdre d'ailleurs. Oui. Pas comprendre le monde. Oui, la cérémonie Bobard, je vous invite d'ailleurs à la suivre, puisque j'ai fait partie du jury il y a 2-3 ans et j'ai beaucoup rigolé. C'était très intéressant et je vous invite, si vous ne connaissez pas ça, bien sûr, la cérémonie des Bobards. Vous allez voir, les plus gros Bobards de l'année, c'est quand même assez. Il y en a beaucoup, le choix est vaste. En tout cas, ce matin, il y a beaucoup de candidats. Il y a beaucoup de candidats. Il y a une foultitude de candidats qui se pressent pour la cérémonie des Bobards. Alors, je vous présente Michel Geoffroy pour ceux qui ne vous connaissent pas, énarque, essayiste, et vous êtes contributeur régulier à la Fondation Polémia également. Vous êtes ancien haut fonctionnaire et vous avez publié plusieurs livres. Et ce matin, je voudrais qu'on parle notamment de celui-ci. Vous avez déjà reçu pour celui-ci la Superclasse mondiale contre les peuples. C'est aux très bonnes éditions Via Romana. Je vous invite à aller piocher ce qui se fait là-bas. Et celui-ci, notamment le plus récent, on en avait parlé il y a quelques mois ensemble, Michel Geoffroy, Occident, Go Home, plaidoyer pour une Europe libre, et toujours, chers amis, sur Via Romana. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à cette très, très bonne maison d'édition. Voilà, comme il y en a encore quelques-unes dans ce pays qui est en train de s'effondrer. Ce matin, je vous ai appelé, Michel Geoffroy, pour qu'on parle de ces sujets-là, notamment rapidement pour introduction, l'arrivée de Donald Trump. Je voulais qu'on commence sur ce livre-là, rapidement, la Superclasse mondiale contre les peuples. J'ai envie de vous demander, est-ce que l'ami Donald Trump ou l'ami ou le non-ami Donald Trump ou l'ennemi Donald Trump, peu importe, fait-il partie de cette superclasse mondiale, lui ou pas? Est-ce qu'il peut faire changer les choses dans ce monde géopolitique incertain et violent? Je dirais que c'est un dissident de la superclasse mondiale. Il a des profils classiques, c'est un milliardaire, il a été entrepreneur, il a été homme de médias aussi, hein, il avait une émission à la télévision américaine, mais en même temps, je crois qu'il a fait toute sa carrière politique en rupture avec l'idéologie de la superclasse mondiale. Et aujourd'hui, avec son nouveau mandat, il est clair qu'il a pris un cap qui est très hostile au mondialisme, qui est résumé dans cette fameuse formule ambiguë, on pourra y revenir, MAGA, Make America Great Again, donc la référence aux nations, la référence à l'intérêt national, la référence à ce que veut la majorité du peuple américain. Là aussi, c'est totalement hexagonal par rapport au discours de l'oligarchie qui, au contraire, ne s'intéresse pas à ce que veut la majorité, mais s'intéresse au pouvoir des minorités. Hein. Donc, il y a, je pense qu'il il incarne un changement et je dirais, dans l'histoire, beaucoup de grands changements sont venus non pas de l'extérieur d'un système, mais de l'intérieur d'un système. Hein. D'une certaine façon, la chute de l'Union soviétique, c'est Gorbatchev qui va la provoquer de l'intérieur, si vous voulez. Bon. Donc, d'une certaine façon, Trump, je pense, incarne une certaine volonté de rompre avec les effets pervers de l'oligarchie. Donc ça, c'est ça qui est assez intéressant à suivre. Hein. Même si, enfin, on pourra y revenir, disons que le mot d'ordre du Trumpisme, MAGA, hein, peut s'interpréter de différentes façons. Soit on peut l'interpréter comme la volonté de rétablir une suprématie américaine, great again, hein, c'est-à-dire il faut retrouver la situation de suprématie. Alors là, on peut effectivement rattacher ces déclarations sur la nécessité
d'imposer des droits de douane à tous les pays qui refusent d'utiliser le dollar dans les échanges internationaux. On peut évoquer sa critique de l'Afrique du Sud et de la politique d'expropriation des fermiers blancs, etc. Là, c'est la volonté de faire une Amérique souveraine. D'ailleurs, c'est ce que Vance a dit ironiquement. Donc, je dirais, c'est le discours America First cette fois-ci, mais le discours America First n'est pas nécessairement un discours d'hostilité à l'égard des puissances émergentes. Donc, il y a un double registre, et je pense que Trump joue aujourd'hui sur les deux registres, ce qui explique d'ailleurs sa victoire, c'est-à-dire à la fois un registre intérieur et puis une volonté de rompre quand même avec toutes les folies idéologiques que la gauche américaine a imposées d'abord aux États-Unis, puis après à l'Europe. Donc c'est un changement de paradigme important, je pense, pour l'Occident. D'ailleurs, il suffit de voir les cris d'orfraie de tous les oligarques européens et de tous les médias européens, c'est pas qu'ils sentent bien qu'il y a quand même un changement important qui est en train de se produire. Parce que toute la gauche européenne, c'est-à-dire en fait l'oligarchie européenne, a suivi en tout, depuis 50 ans, a suivi la gauche américaine dans tout ce qu'elle a fait. Et là, donc elle était pro-américaine parce que c'était la gauche américaine. Et là, aujourd'hui, il y a un président et une nouvelle majorité qui prend ostensiblement le contre-pied de tout ce qu'a promu la gauche. Donc ça, c'est un bouleversement et ça affaiblit, je crois, largement, et donc c'est une bonne nouvelle, ça affaiblit l'oligarchie européenne. Oui, c'est intéressant, c'est la question que j'ai envie de vous poser, c'est-à-dire qu'on a quand même l'impression que ces gens n'avaient pas prévu la réélection de Donald Trump. Totalement, ils ont été. Mais à un moment donné, c'est quoi? C'est de l'incompétence, c'est de la bêtise. J'ai l'impression qu'ils se retrouvent comme des lapins dans les phares d'une voiture maintenant. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est ce que j'avais écrit dans un essai. Le monde échappe aux mondialistes. Et ils ne comprennent plus le monde. C'est-à-dire que ces gens ne comprennent pas ce qui se passe. Alors on pourrait, si on était méchant, rappeler certaines unes de journaux bien connus, comme Libération, qui disait Kamala Harris, elle est élue, c'est certain. Tous ces gens s'auto-persuadent, n'est-ce pas? Ils vivent dans une bulle. C'est ce que Jean-François Kahn appelait les bullocrates. Ils vivent dans une bulle. Donc, ils pensent que le monde, c'est comme on le lit dans les grands quotidiens, bien orientés, mais non. Donc, ils ne connaissent pas le monde et ils sont aujourd'hui complètement pris au dépourvu. Les discours, l'orientation américaine actuelle sur le fait que les Européens doivent s'occuper de leur propre défense, bon, ça fait quand même 25 ans ou même plus que tout le monde le dit en Europe quand même. Enfin, les gens disent, attendez, un de ces jours, ça ne pourra pas durer indéfiniment. Mais nous avons des gens qui ont l'air de découvrir le problème maintenant. Donc c'est typique, mais c'est la preuve que nous avons une oligarchie qui est coupée des réalités. Et donc elle ne connaît pas le monde. Les mondialistes ne connaissent pas le monde. Et vous voyez aux Nations Unies que les Européens sont complètement marginalisés par rapport à ce que souhaite la majorité des pays du monde. Donc c'est à la fois un mélange d'aveuglement, et puis il y avait aussi beaucoup de wishful thinking, comme on dit, c'est-à-dire que c'est un aveuglement volontaire. On ne veut pas voir, on veut pas voir, parce que les vrais experts, et non pas les experts de plateau télé, les vrais experts de la politique américaine les sondages montraient quand même une dynamique pro-Trump, et en particulier une dynamique populaire. Là aussi, ce que ne comprennent pas les oligarques. Les oligarques ne comprennent pas les peuples. Ils ne raisonnent que par rapport au point de vue des minorités actives. Donc, ils raisonnaient par rapport au point de vue de la minorité LGBT, évidemment, mais la majorité du peuple américain avait un autre point de vue. Non, mais c'est donc la preuve que les oligarchies aujourd'hui européennes sont coupées du monde. Elles ne comprennent pas le monde. Et non seulement elles sont coupées parce qu'elles ne veulent pas le voir, elles censurent tous les points de vue qui vont à l'encontre de leur idéologie, mais pire encore, elles ne le comprennent pas. Elles ne le comprennent pas, comme elles n'ont pas compris l'enjeu de la guerre en Ukraine, comme elles n'ont pas compris les problèmes stratégiques mondiaux, etc. Donc c'est ça que nous sommes en train de vivre aussi.
Avec une certaine forme de violence, Michel aussi. Une certaine forme de violence, la censure, les Oui, fondements oui, bien sûr. Ah bah oui. Bah oui. forcément, vous voyez, elles sont quand même méchantes comme la gale, ces élites européennes. Si vous voulez, elles sont victimes, je dirais, d'une double tenaille. La première tenaille, c'est qu'elles se sont progressivement coupées de la population européenne. Et on le voit à chaque élection, les partis au pouvoir se font sortir plus ou moins vite, mais il y a une tendance d'opposition qui est de longue durée et qui s'est traduite donc aux États-Unis, entre autres, par l'élimination des démocrates. Bon, ça, c'est la première partie de la tenaille. La deuxième partie de la tenaille pour les élites européennes, c'est qu'encore une fois, c'était des élites qui étaient américanisées. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un changement de majorité aux États-Unis qui fait que, comme on l'a vu avec le très beau discours de Vance à Munich, qui tient maintenant des propos qui vont complètement à l'encontre de la doxa libérale, libertaire et mondialiste de cette oligarchie. Donc elle est coincée entre ces deux tendances. Elle ne sait plus vraiment à quel saint se vouer ou à quel diable se vendre, si je puis dire, plutôt. Et puis alors on a la troisième couche, c'est qu'elle est de toute façon en plus en rupture avec les nations émergentes, puisque l'oligarchie passe son temps à expliquer que la Russie c'est une dictature, que la Chine c'est une dictature, que tous les autres sont des armes, qui ne comprennent rien, etc. Bon, donc, si vous raisonnez en termes de force politique, cette oligarchie est complètement isolée. Elle est isolée dans ses propres pays et au plan international, elle est aujourd'hui une puissance déclinante. Le ministre indien des Affaires étrangères a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit « ça serait bien que les Européens prennent exemple sur nous en matière de démocratie ». C'est-à-dire que les Européens qui s'imaginent, qui donnent des leçons de démocratie au monde entier, bon, comme l'a fait remarquer Vance, la démocratie européenne, c'est la censure, c'est l'annulation d'élections qui déplaisent, etc., etc. Bon, donc, nous ne sommes plus un modèle. C'est ça qu'il faut comprendre. Et les élites européennes, enfin, quand je dis élite, c'est au sens arithmétique, c'est pas au sens qualitatif, sont devenus minoritaires, à la fois minoritaires dans leur pays et minoritaires au plan mondial. Et ça a des grandes conséquences, parce que ça veut dire que les autres ne tiennent plus tellement compte de nous. Et donc, si on veut sortir de la situation catastrophique dans laquelle on est, il va falloir faire de très gros efforts. Et il va falloir en particulier, à mon avis, se débarrasser de ces élites qui sont coupées de la réalité et d'engager de véritables réformes au sens propre du terme, voire de véritables révolutions intellectuelles et morales. Là-dessus, c'est pour continuer sur Donald Trump et son arrivée au pouvoir. Vous dites notamment dans ce livre-là, chers amis, je vous invite à l'acheter, bien entendu, à procurez-vous-le, Michel Geoffroy, Occident Go Home, aux éditions Via Romana. Là-dessus, vous dénoncez, vous, finalement, un déclin total dans tous les domaines, religieux, moral, économique, social, militaire. Est-ce que Donald Trump et les États-Unis, avec cette nouvelle politique, pourraient endiguer, du moins pourraient juguler au niveau des États-Unis peut-être ce déclin que vous dénoncez dans votre livre, Michel Geoffroy? Je pense que c'est son projet. Son projet, c'est les États-Unis. Encore une fois, son projet, c'est les États-Unis. Je pense qu'il peut faire des choses. Bon, même s'il ne faut pas oublier quand même que le système politique américain est très particulier, avec un président qui a des grands pouvoirs, mais qui en même temps a un mandat extrêmement court. 4 ans, ça va très vite. Et puis, on n'est pas à l'abri d'événements imprévisibles, il n'est pas à l'abri d'attentats, etc. Bon, bref. Mais je pense que oui. Par contre, ce dont je suis intimement convaincu, c'est que l'Europe ne sera pas sauvée par Donald Trump. C'est à nous de nous sauver nous-mêmes, c'est à nous de faire les efforts qu'il faut, efforts qu'on n'a jamais voulu faire. Donc, c'est ça. Donc, alors, ce qui est intéressant peut-être dans la démarche de Trump, c'est qu'on voit aussi une volonté d'avancer, de se libérer complètement du politiquement correct.
pour faire des choses. Ils ont manifestement préparé beaucoup de choses. Non, mais on a donc là, ce qu'a fait Trump est intéressant, c'est-à-dire qu'il a une stratégie de rupture, une stratégie de ne pas baisser la tête vis-à-vis du politiquement correct, une stratégie de résistance aux juges, etc. Mais tout ça, c'est quelque chose qui pourrait nous servir hein, si on faisait la même chose. Mais encore une fois, nous ne sommes pas dans la même situation. Et je pense que si Trump réussit son projet, s'il réussit à rendre l'Amérique un peu plus forte, ça ne va faire que découpler encore plus l'Union européenne des États-Unis, parce que l'Union européenne, elle, va rester dans son marigot mondialiste, immigrationniste, avec ses prétendues valeurs, etc., pendant que le reste du monde va continuer, va se développer. Donc c'est ça qui risque de se passer. Hein. Donc, parce Michel Geoffroy, vous ne pensez pas qu'à un moment donné, aussi, la politique de Donald Trump, il ne fera aucun cadeau à l'Union européenne. En plus, il l'a dit, je ne traiterai qu'avec des États et non pas avec l'Union européenne. Déjà, il a posé les limites avec Ursula von der Leyen, manifestement, et les autres. Mais à mon avis, est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il va asphyxier économiquement, ou du moins, d'une part, l'asphyxie économique, mais aussi ce vent nouveau qui souffle de liberté que Pierre Moscovici appelle le vent mauvais, ou les autres appellent le vent mauvais. Est-ce qu'à un moment donné, ça ne va pas déclencher une prise de conscience également au sein du peuple européen, qui sont déjà assez énervés, on le voit en Roumanie, on le voit en Allemagne, un peu partout. Est-ce qu'à un moment donné, ils ne courent pas à leur perte, ces gens, l'espèce d'oligarchie européenne? Oui, bien sûr. Mais pour l'instant, je dirais, pour reprendre une formule célèbre, ils gouvernent mal, mais ils se défendent bien. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont la censure, ils ont regardé ce qui se passe, hein, même en Allemagne. En Allemagne, en fait, il y aura encore une coalition avec la CDU et le SPD, c'est reparti pour un tour. Comme ça, tous les électeurs de droite vont se faire avoir aussi. La situation française n'est pas plus brillante que ça. Donc oui, il y a une révolte des peuples. Mais aujourd'hui, en Europe, il y a un couvercle institutionnel qui est bien assis sur la marmite, hein, et qui pour l'instant empêche tout bouleversement. D'ailleurs, que ça soit... alors, peut-être qu'effectivement, tôt ou tard, la marmite explosera. Ça, c'est pas impossible, hein, je le pense personnellement, mais c'est pas encore le cas. Hein. Et comme en plus, tout le système médiatique est en train de diaboliser complètement Trump et les États-Unis, les gens vont dire « Oh là là, mais c'est dangereux, Trump, il est très dangereux, mon Dieu. Hein, il y a plusieurs dictateurs maintenant. Il y avait Poutine qui nous menaçait, mais maintenant il y a Trump. Alors vous vous rendez compte, hein, c'est bon. Donc je veux dire, oui, il y a une révolte des peuples, hein, ça c'est clair, et elle existe depuis au moins une vingtaine d'années. Si je reprends l'analyse de Christophe Guilluy, c'est bien une révolte des périphéries contre les centres urbains qui sont tenus par l'oligarchie mondialiste. Hein. Donc ça, c'est un phénomène qu'on découvre partout en Europe, hein, et y compris aux États-Unis. Mais le système aux États-Unis était moins bloqué parce qu'il y a quand même un système médiatique qui est un peu plus large. Hein. Je rappelle qu'aux États-Unis, il y a un principe fondamental, constitutionnel, c'est la liberté d'expression, même si la liberté a été largement... attaqués par les réseaux, les grands majors de réseaux sociaux, etc. Mais ce n'est pas le cas en Europe. En Europe, la liberté n'est pas un principe constitutionnel. Hein, je rappelle qu'en France, la liberté, c'est un principe légal. C'est-à-dire que la loi peut demain restreindre votre liberté sans problème. Bon, donc, il y a des différences importantes entre les États-Unis et l'Europe sur ce plan. Hein. Et puis en plus, il y a un système de bipartisme qui fait que les choses peuvent basculer dans un sens ou dans un autre, ce qui est moins le cas en Europe, où nous ne sommes pas dans des systèmes bipartites. Non, mais ça veut dire qu'il y a des différences institutionnelles, il y a des différences sur la liberté des médias, il y a des différences sur la liberté d'expression, qui fait qu'il y a des changements plus faciles dans certains pays anglo-saxons. Je rappelle que le Brexit, en Grande-Bretagne, c'est aussi parce qu'il y avait une liberté médiatique en Grande-Bretagne, un pluralisme des médias beaucoup plus grand que chez nous. Bon, donc il y a des différences. Malheureusement, nous ne sommes pas dans le bon côté. On est quand même effectivement dans des systèmes qui sont très bloqués. Hein. Mais vous avez raison, je crois que les tendances sont lourdes. Hein. Encore une fois, je le disais, la séparation entre les peuples et les oligarchies est en train de s'approfondir partout. Hein, je veux dire, donc il n'y a pas...
il n'y a pas, de ce point de vue-là, il est certain qu'il va se passer des choses à terme. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et au contraire même, l'élection de Trump va provoquer une réaction encore plus forte des oligarchies européennes sur la censure, il faut se protéger. Rappelez-vous ce que disait l'ancien commissaire européen. Oh là là, si les élections se passent mal en Allemagne, on va les annuler, etc. Enfin, je veux dire, on est dans une vision quand même du monde assez particulière. Hein. Voilà. Donc finalement, Michel Geoffroy, merci d'être là ce matin sur Tocsin. Cette dernière question là-dessus, est-ce que vous avez écrit ce plaidoyer pour une Europe libre? Est-ce qu'on pourrait à terme y arriver à cette Europe libre écrit dans Occident Go Home ou pas? À terme. Ouais. Mais pour ça, encore une fois, la liberté, c'est pas les autres qui nous la donneront. La liberté, c'est à nous de la créer. Et il ne faut pas se faire d'illusions. Ça ne va pas être facile, c'est ce que je dis d'ailleurs dans mon petit essai. Il va falloir faire des efforts, il va falloir faire des choix. Tout ce qu'on n'a pas voulu faire depuis 40, 50 ans, hein, on n'a rien voulu choisir. Hein. Il y a aujourd'hui des débats sur la défense de l'Europe. C'est un très vaste sujet, très compliqué. Hein. Bon, donc oui, je pense qu'on va pouvoir se... Parce que c'est la tendance naturelle. Hein. La tendance naturelle aujourd'hui, c'est la constitution de grands espaces culturels. Il y a une civilisation européenne, elle est bien malade, mais elle existe. C'est pas la même que la civilisation chinoise, c'est pas la même que la civilisation africaine, c'est pas la même que la civilisation musulmane. Bon, bah oui, nous, le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde où les civilisations doivent s'affirmer. Mais pour ça, à mon avis, il va falloir faire tout le contraire de ce qu'on a fait depuis 40 ans, 50 ans. Hein. Donc, pour ça, il faut de nouvelles élites. Hein. Et je suis désolé, mais ce n'est pas avec Mme van der Leyen et M. Macron qu'on va y arriver. Oui, ou Thierry Breton, encore pire. Thierry Breton. Ouais. Toute dernière question finalement. Donc il faudrait un réveil des peuples parce que ça passe aussi par un engagement des peuples. Michel, vous le dites, ça ne peut venir que de l'intérieur. Donc ça veut dire qu'aussi qu'à un moment donné, il faut avoir une certaine émulation, une espèce de volcan avec une lave en fusion qui à un moment donné permet de retourner les choses ou de changer les choses considérablement. Oui. Alors je vais citer Saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens qui dit il ne faut pas oublier que un petit peu de levain permet de faire lever beaucoup de pâtes. Donc, il peut y avoir des événements auxquels on ne pense pas aujourd'hui, et qui peuvent provoquer une révolte. Après tout, rappelez-vous, les Gilets jaunes, ça a commencé. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une augmentation du prix de l'essence. Aujourd'hui, bref, si vous voulez, il peut y avoir des phénomènes qui provoquent. On voit bien, par exemple, que l'immigration aujourd'hui fait partie de ces phénomènes. Hein. L'insécurité, les attaques au couteau, tout ça, ça crée la prise de conscience dans les peuples, elle existe déjà aujourd'hui. La seule chose, c'est que les peuples européens, ils ont conscience que pour l'instant, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire parce que le système est complètement verrouillé. Hein, et ils se rendent compte. Hein, je pense que les gens ne sont pas aveugles. Donc, c'est le jour où on comprendra qu'on peut changer le système, le jour où, je suis désolé, il y aura des changements politiques en France, le jour où il y aura des changements politiques en Allemagne. Regardez ce qui se passe dans les pays d'Europe de l'Est, il y a des changements politiques qui commencent. Hein. Regardez la Roumanie, les Roumains sont dans la rue vent debout contre les décisions de la Cour constitutionnelle. Donc, personnellement, je ne suis pas pessimiste là-dessus. Encore une fois, les gens ont déjà conscience, mais ils ont conscience qu'ils sont dans un système verrouillé, comme à la fin de l'Union soviétique. Les gens n'étaient pas contents, mais ils ne pouvaient pas faire grand-chose parce que le système était verrouillé. Puis un jour, le système il va se déverrouiller. C'est d'ailleurs la passerelle qu'a fait J. Evans au sommet de Munich en disant qu'à un moment donné, il a comparé l'Union européenne, la fin de l'Union européenne avec la fin de l'Union soviétique. Il l'a dit. Hein. Oui, c'est pas le seul à l'avoir dit, mais c'est vrai. D'ailleurs, c'était Zinoviev qui avait dit à la fin de l'Union soviétique, c'est amusant, l'Union européenne a repris les termes de l'Union soviétique, notamment la notion de commissaire, etc., le mode de fonctionnement soviétique. Bah oui, c'est ça. Bon. Et donc, tôt ou tard, nous aurons la même logique. Aujourd'hui, les gens votent avec leurs pieds, d'une certaine façon. Ils ne votent pas, ils votent contre, ils s'abstiennent, et puis dans les sondages, ils sont très, très critiques. Bon. Donc, il faut à un moment donné montrer qu'il y a des voies, on peut faire des choses, on peut agir.
Chacun peut agir à son niveau. Exactement. En tout cas, ouais, allez-y. C'est ce que dit Alain de Benoît. Il dit il faut faire en sorte au moins que la décadence ne passe pas par moi. Bonne formule. C'est-à-dire que tout le monde peut agir aujourd'hui. Aujourd'hui, le message, c'est pas de dire il faut avoir conscience que ça va pas. Tout le monde a conscience que ça va pas. Le vrai objectif, c'est il faut avoir conscience que l'on peut agir pour changer les choses. En tout cas, effectivement, c'est ce qu'on essaie de faire chez Tocsin. Et puisque vous avez donné une très belle citation, je vais donner la mienne qu'on m'a donnée il n'y a pas longtemps, de Vladimir Bukovski qui disait, notamment au sujet de l'Union européenne, il disait « J'ai vécu dans votre futur et ça n'a pas marché puisqu'il vivait, lui, sous l'Union soviétique. » Voilà, chers amis. Merci beaucoup, Michel de Geoffroy, d'être venu ce matin. C'est toujours passionnant de vous entendre et d'avoir vos analyses. Merci de m'avoir invité. C'est normal, vous faites partie des voix qui sont importantes. Occident Go, un plaidoyer pour une Europe libre chez Via Romana. Et jetez-vous, faites un combo gagnant, chers amis. Allez, procurez-vous la super classe mondiale contre les peuples, Michel Geoffroy, préfacé par Jean-Yves Le Gallou aux éditions Via Romana. On avait déjà reçu Michel Geoffroy l'année dernière pour ce même livre. Passionnant, donc regardez la vidéo. Et publier, et du moins achetez ce livre et lisez-le, c'est formidable. Merci beaucoup, Michel Geoffroy, d'être venu ce matin sur Tocsin, de nous avoir donné un coup de pied aux fesses. Ça nous fait toujours du bien. À un moment donné, il faut toujours rester vivifié. Voilà, merci beaucoup, Michel, d'être venu ce matin. Bon week-end à vous, bon vendredi. Au revoir. Merci. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à tocsin-media.fr, tocsin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.